Bonjour. Vous vous rappelez qu'au cours du premier chapitre, nous avons vu les mutations aneuploïdes qui affectent une partie de l'effectif du génome. Nous avons vu également l'euploïdie qui affecte le génome entièrement, ainsi que la mutation structurale des chromosomes. Dans ce cours, nous examinerons les mutations au niveau moléculaire. J'ai préféré traiter cette mutation dans ce chapitre, car maintenant, vous connaissez la constitution moléculaire du gène. La mutation est le créateur primaire de la variation. Elle peut être d'origine spontanée, c'est-à-dire naturelle, lors de la réplication, ou bien induite par des agents mutagènes, soit chimiques, tels que le bromure d'éthidium, soit physiques, tels que les rayons X ou les rayons ultraviolets. La majorité des mutations se produisent de manière spontanée. Le cours aujourd'hui portera sur les mutations spontanées, qui sont, rappelons-le, des phénomènes rares. Le taux est de 10 puissance moins 5 à 10 puissance moins 7 mutations spontanées par génération. On sait que la séquence d'ADN d'un gène détermine la séquence des acides aminés de la protéine qu'il code. Or, une modification de la séquence de cet ADN conduit à une modification de la séquence d'acides aminés. Et cette transformation ou modification peut affecter le fonctionnement de la protéine. Comment? Premièrement, soit par une perte de fonction. Donc, cette mutation conduit à l'inactivation du gène. Deuxièmement, soit une réduction du niveau d'expression du gène ou de l'activité du produit du gène, qu'on appellera mutation hypomorphe. Troisièmement, soit le contraire de la mutation hypomorphe, c'est-à-dire que le niveau d'expression du gène est accru. C'est une mutation hypermorphe. Le produit du gène est surexprimé. Et enfin, soit un gain de fonction qui altère qualitativement l'action du gène. Par exemple, elle peut conduire à l'activation d'un gène dans un type cellulaire dans lequel le gène est normalement inactif. Une mutation sur l'ADN est-elle héréditaire? La réponse dépend du type d'organisme. En effet, chez les prokaryotes, tels que les bactéries, les champignons, les protistes, où chaque cellule assure sa descendance, toute mutation d'ADN est susceptible de se transmettre à la génération suivante. Donc, elle est transmissible. Chez les eucaryotes, par contre, on sait qu'il existe deux types de cellules. Les cellules somatiques, qui n'assurent pas la descendance, et les cellules germinales, qui assurent la descendance. Donc, s'il y a mutation d'ADN, seules celles qui affectent la lignée germinale se transmettent à la descendance. Ce sont les mutations germinales. Alors que les mutations somatiques disparaissent avec l'individu porteur. Donc, les mutations germinales sont transmissibles,
tandis que les mutations somatiques ne sont pas transmissibles. Les mutations d'ADN sont des accidents de copie de base purique, adénine et guanine, ou pyrimidique, thymine et cytosine, qui se produisent le plus souvent au cours de la réplication de l'ADN. Et l'ADN nouvellement synthétisé n'est plus alors l'exacte réplique de l'ADN parental. C'est un ADN modifié. L'accident de copie de base au cours de la réplication de l'ADN peut être une base mal copiée. Il s'agit alors d'une mutation par substitution. Il y a deux cas. Soit une purine est remplacée par une purine ou une pyrimidine par une pyrimidine, et on parle de transition, soit une purine est remplacée par une pyrimidine ou inversement, et on parlera de transversion. Le schéma le montre bien. Donc l'accident peut être également une base oubliée. Il s'agit alors d'une mutation par délétion et peut être également une base ajoutée, et on parlera d'une mutation par insertion. Si la mutation se produit au niveau d'un gène, l'ARN messager transcrit à partir de ce gène sera également modifié et portera cette mutation. Il faut comprendre que toute mutation sur une partie d'ADN qui s'exprime entraîne automatiquement un changement au niveau du codon. Pour cette raison, je vais vous expliquer les différentes mutations possibles directement à partir de l'ARN messager transcrit, sachant que l'erreur est une mutation sur l'ADN. Il ne faut pas l'oublier. Et selon les cas, la protéine synthétisée sera ou non très différente de la protéine initialement codée par le gène non muté. Regardez ce que vous avez en face de vous. Donc, vous avez les mutations sans changement du cadre de lecture et vous avez les mutations avec changement du cadre de lecture. Commençons d'abord par les mutations sans changement du cadre de lecture. Vous en avez 4. Premièrement, la mutation silencieuse. Ce genre de mutation touche la 3e base d'un codon, mais ne modifie pas l'acide aminé codé. Ce sont des codons synonymes. Vous avez là un exemple. UUU est remplacé par UUC. Les deux codons codent pour la phénylalanine. Donc, ils codent pour un même acide aminé. C'est une substitution qui n'a aucune conséquence. Le deuxième type de mutation, la mutation conservatrice, vous avez un codon qui code pour un acide aminé est remplacé par un codon qui code pour un acide aminé différent, mais du même groupe. Ici, vous avez comme exemple AAA qui code pour la lysine est muté en AGA qui code pour l'arginine. Ces deux acides aminés font partie du même groupe, le groupe des acides aminés basiques. Cette mutation
et le plus souvent sans conséquence. Passons à la troisième mutation. Mutation faux sens. Un codon qui code pour un acide aminé est remplacé par un codon qui code pour un acide aminé chimiquement très différent. Exemple, vous avez AAG qui code pour la lysine et muté en GAG qui code pour l'acide glutamique. Lysine est un acide aminé basique, alors que l'acide glutamique est un acide aminé acide, comme son nom l'indique. Il en résulte une protéine le plus souvent anormale, se traduisant par l'apparition d'un caractère très différent dans le phénotype de l'individu. Quatrième type de mutation, mutation non-sens ou portant sur le codon stop. La mutation transforme un codon qui code pour un acide aminé en un acide aminé stop. En un codon stop. La mutation alors conduit à un arrêt prématuré de la traduction de l'ARN messager. Donc, donne une protéine plus courte. Par exemple, vous avez ici UGC qui code pour la cystéine est muté en UGA qui est un codon stop. Si l'erreur se produit dès le début de la chaîne peptidique, les conséquences sont graves. Mais si l'erreur se produit vers la fin de la chaîne, cela peut être négligeable. Et inversement, un codon stop peut être transformé en un codon qui code pour un acide aminé. Il en résultera alors une protéine plus longue. Maintenant, passons à la mutation avec changement du cadre de lecture. Elles sont dues à quoi? À l'insertion ou à la délétion d'une ou plusieurs bases qui entraînent un décalage dans la lecture des triplés, ce qui altère la phase de lecture. Ces mutations sont graves si le déphasage se produit dès le début du gène. On obtient alors, dans ce cas, une protéine complètement différente. Comme vous voyez ici dans l'exemple. Donc, alors la délétion de la guanine implique quoi? Implique le décalage dans la lecture. Et ce qui va donner des acides aminés qui sont complètement différents des acides aminés de départ. Nous arrivons à la fin du cours. Il s'agit de la mutation ponctuelle qui est une modification d'un ou plusieurs nucléotides du gène. En fait, ce sont des erreurs dans le gène, donc des mutations de petite dimension, contrairement aux mutations qu'on a étudiées au premier chapitre et qui sont de plus grande taille, car elles affectent la structure et l'effectif du chromosome entier et elles affectent également le génome. Ici, les mutations sont soit des mutations par substitution, sans changement du cadre de lecture, soit des mutations par délétion ou insertion de bases qui ne sont pas multiples de 3 paires de bases, ce qui change le cadre de lecture. Alors, les mutations les plus fréquemment observées en pathologie sont les transversions et les décalages de cadre de lecture. Un exemple de maladie due à une mutation faux sens est la drépanocytose.
C'est une maladie due à une anomalie de la chaîne peptidique de l'hémoglobine, due à une mutation faux sens. Ainsi, l'hémoglobine devient incapable de jouer correctement son rôle de livreur d'oxygène au tissu. L'étude de la structure et les fonctions du gène permet de mettre en évidence le maintien et l'évolution des êtres vivants. C'est pour cette raison qu'on a étudié dans ce chapitre le mécanisme de la réplication qui permet la reproduction fidèle de l'ADN, l'expression du gène en une protéine. On a vu également la présence des séquences codantes et non codantes chez les eucaryotes, ainsi que la présence de gènes sauteurs ou transposants, la présence également de séquences répétées dans le génome, ce qui explique la grande diversité et le haut degré de polymorphisme génétique des individus. Et cette variabilité génétique est plus importante si l'on considère toutes les mutations, celles qu'on a vues aujourd'hui et les mutations qu'on a également étudiées au premier chapitre, ainsi que les recombinaisons inter- et intrachromosomiques qu'on a également étudiées au premier chapitre, sans oublier l'effet de l'environnement qui module l'expression des génotypes. Et ainsi l'environnement permet la variabilité aussi. Cette variabilité doit être prise en considération lorsqu'on étudiera les lois qui président à la transmission des caractères. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour aborder un autre chapitre, la génétique qualitative en relation avec l'analyse mendélienne.